Donc, le projet Jeux de société est un projet que je présente ici au centre d'exposition d'Amos, qui est un magnifique centre professionnel en région, un des meilleurs au Québec. Donc, je suis très fière, très contente d'être ici pour présenter ce projet qui est financé par le Conseil des arts et lettres du Québec aussi. En fait, il y a deux projets. Il y a Jeux de société et il y a les solitaires, qui est un autre corpus au deuxième. On va aller le voir tout à l'heure. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu du premier projet, du projet principal, qui est Jeux de société. Alors, Jeux de société a vu le jour il y a 2 ans. C'est un projet qui s'est échelonné sur vraiment 2 années, à partir de 2010. Il a pris fin jusqu'à cette semaine, en fait, en faisant le montage, où il y a eu quand même une mise en espace que je n'avais pas forcément prévue il y a 2 ans ou l'année passée. C'est un projet que j'ai présenté aussi ailleurs en janvier passé, mais je suis vraiment très contente de le présenter ici parce que c'est vraiment, en fait, l'ambiance que je voulais faire dès le départ. Donc, on a ici la capacité de le faire avec les spots, l'éclairage, la grandeur qui est parfaite de la salle, qui rend justice au projet, je crois. Donc, Jeux de société, c'est un projet narratif représentatif, on pourrait dire ça comme ça. C'est un projet qui n'est pas abstrait, c'est pas un projet qui est conceptuel. On joue beaucoup dans la symbolique, on est vraiment dans les symboles. Donc, c'est un projet qui joue sur plusieurs tableaux. Jeux de société, bien, ça réfère aux jeux d'enfance, les enfants qui jouent, bien, pas juste les enfants, les adultes aussi, enfin tous les jeux qui se jouent en groupe, mais également il y a un commentaire sur la société dans laquelle on vit. Moi, je suis préoccupée par les notions de récit au sens large, le récit personnel dans le grand récit civilisationnel, le grand récit historique, et en l'occurrence le récit québécois. Et occidentale aussi. Donc, je suis préoccupée par, on pourrait dire, la perte des repères en contexte de mondialisation. Ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de ma démarche au niveau de la thématique. Maintenant, formellement, pour ce projet-là, ben voilà, c'est un projet, comme je disais, qui est assez figuratif. Il y a des tableaux. Alors, sur le mur de gauche, on voit des tableaux, plusieurs tableaux. Ce sont des personnages à la fois humains et animaux. Qui font partie de ce jeu de société. En fait, je joue beaucoup sur l'idée d'un récit policier également. Donc, il y a des indices. C'est vraiment un projet où je ne donne pas de réponse à proprement parler, mais je donne des indices sur une joute qui pourrait se jouer en société, mais également avec des enfants, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été achetés, des jouets qui ont été achetés dans des magasins pour enfants, même au Dollarama, j'ai trouvé des trucs intéressants. Il y a un aspect un peu kitsch dans certains éléments. On retrouve aussi, en fait, on retrouve au milieu, dans l'installation principale, les éléments que l'on retrouve dans les tableaux. Donc, il y a un lien de sens, il y a un lien narratif entre les tableaux et les objets qui sont sur des bûches. Donc, j'ai choisi aussi d'intégrer des bûches parce que ça rejoint aussi mon propos sur l'identité, sur la mémoire historique, la mémoire collective. Donc, il y a un aspect très enraciné, disons, dans mes projets. Dans ce projet-là, on le voit par le choix du bois, mais il y a aussi un aspect, comme je disais tout à l'heure, kitsch, un peu superficiel, factice. Donc, c'est sur 2 tableaux. Autant je dis finalement là-dedans que... et on va le voir tout à l'heure avec l'autre partie, le 3e segment. Donc, je joue sur l'idée que de conserver finalement les symboles identitaires, c'est important. C'est un peu sans être un message, c'est un peu finalement mon point de départ. Mais je joue aussi sur l'idée du pouvoir, parce qu'il y a quand même le personnage central de l'installation qui est une reine, personnifiée par une robe anonyme. Donc, on ne voit pas le visage de la reine. En fait, on le voit dans les tableaux. En fait, je pense que c'est assez évident, c'est la petite fille qu'on voit au fond. Mais on ne la voit pas dans l'installation. Alors, elle préside une étrange assemblée qui semble être, en fait, qui sont des bûches, et les éléments qui sont dessus, comme je disais, ont des liens avec tout le reste de l'expo, mais c'est très surréaliste. Il y a des choses c'est des éléments hétéroclites qui n'ont pas de lien forcément a priori entre eux, mais qui ont des liens avec le reste. Donc, il y a vraiment, on est dans l'imaginaire, on est beaucoup dans le conte, je raconte énormément. Donc, quand je parle de récit, c'est aussi au niveau formel, j'ai un parti pris pour le récit. Je travaille particulièrement en peinture, en dessin, le dessin depuis 1 an. Là, il n'y a pas de dessin dans ce projet-là, mais il y a quand même de la peinture et il y a toujours l'idée du récit qui est bien présent.
présente, pardon. Donc la robe, voilà, qui surplombe l'Assemblée, et ça s'appelle Conseil des ministres, cette installation-là. Donc c'est un titre assez ironique, assez ludique aussi, hein? On est dans un jeu, alors il y a une part très ludique à ça. Au centre de l'installation, il y a une espèce de coffre, de caisse, dans lequel j'ai installé des objets, toujours en lien avec les tableaux. Et là, c'est là qu'on fait des liens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette suspecte? Les autres personnages, qui sont un enquêteur, un appât, deux témoins, alors quel rôle ont-ils dans ce jeu-là? Alors, on a des indices au niveau des objets. Je vous en donne pas plus comme information. Le troisième segment, parce que c'est vraiment, on est un peu dans le sens de la lecture. En fait, le premier segment pourrait être sur la gauche, donc le début, développement et fin, sans qu'il y ait de fin. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de fin, c'est une fin ouverte. En fait, c'est un lien direct avec ce qu'on appelle en histoire de l'art le cabinet de curiosité. J'ai installé sur le mur des caisses de bois d'apparence d'acajou, bois d'acajou. C'est pas du bois d'acajou, mais ça a une apparence très précieuse, c'est ce que je voulais. En même temps, il y a des éléments très rustiques à l'intérieur, toujours en lien avec la mémoire historique, identitaire, collective, mais également la mémoire personnelle. Donc, je jongle un petit peu avec tous ces types de mémoires-là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des bijoux, des bagues, des objets des coquillages, qui n'ont pas aucun rapport, là, a priori, avec l'histoire nationale ou l'histoire collective. Et vous allez voir aussi d'autres trucs là, qui ont plus un lien avec vraiment la mémoire collective. Donc, tout ça est mis ensemble et moi j'interprète ça comme le repas de la reine. On voit en haut juste des cabinets de curiosité, on voit la reine en fait qui est en train de s'exhiber dans plusieurs types de poses, elle est en train de danser, ce sont des caprices, elle est en train de se laisser aller dans tous ces mouvements-là qui sont un peu finalement à la fois des caprices, mais aussi un peu l'idée de la vanité que je voulais exprimer à travers ça, parce que la vanité, c'est le thème par excellence du cabinet de curiosité quand les cabinets ont commencé à exister à la Renaissance. Donc, c'est des princes, c'était des princes, des princesses, des rois, des reines assez riches qui ont inauguré le cabinet de curiosité, qui est l'ancêtre du musée. Alors, on met là-dedans des collections d'objets précieux, mais on met également, en fait, son pouvoir. Là, on commence à se mettre en pouvoir, hein, et il coupe un peu avec l'idée de Dieu et il remet toute sa toute-puissance sur lui. Donc, c'est un peu l'idée de la Renaissance et ce qu'on retrouve, en fait, c'est ça dans le cabinet de curiosité. Donc, il y a l'idée de la vanité, il y a l'idée de l'orgueil qui est beaucoup placée là, mais en même temps, l'idée de la conservation de notre culture. Alors, voilà, c'est le projet, en gros, qui joue sur plusieurs tableaux. On est ici dans l'autre salle, en haut, c'est une salle indépendante, un corpus différent, les solitaires, un projet aussi qui a commencé à se faire en 2010. C'est un projet qui traite davantage du lieu, de l'espace et du paysage en fait. C'est très différent d'en bas. Donc, c'est pas du tout la même chose, mais ce sont les mêmes préoccupations qui sont derrière ce projet-là. Je vous dirais que je travaille pas beaucoup le paysage en général. Je suis pas une artiste de paysage, mais j'avais envie de parler un peu de ça, de donner à voir des paysages dans ce projet-là. Donc, ça contient des tableaux très classiques, très figuratifs, très représentatifs, en fait. Je dirais pas photographiques, mais c'est à partir de photographies, donc il y a quand même une influence de la photo et du plan cinématographique également. C'est un projet beaucoup plus épuré, beaucoup plus... je pense que le titre porte... le projet porte bien son titre. Les solitaires, ce sont des paysages de solitude, des paysages qui montrent des non-lieux, des lieux désaffectés aussi. Donc le non-lieu, c'est des lieux en fait qui ne génèrent ni lien, ni identité, ni relation, comme les hôtels, les supermarchés, les trains, les avions, les aéroports, tous les moyens de transport. Et il y a des lieux désaffectés également. Donc, ce que je voulais montrer un peu là-dedans, c'est comment on délaisse notre patrimoine au Québec, mais aussi un peu partout, je pense en Occident. Il y a comme une espèce de délabrement où on délaisse, il y a comme la notion de territoire, la notion de comment habiter le lieu et préserver
ce qui est riche de notre culture, ça n'est pas vraiment bien compris. Il y a, je pense, une volonté claire au Québec chez les acteurs sociaux, certains acteurs, certains politiciens, mais je pense dans la population en général, il y a un attachement aussi, je pense, mais concrètement, je pense qu'il manque des actions pour ça. Et moi, ben, ça fait partie de mes préoccupations aussi, ça. Donc, j'ai voulu montrer finalement un peu l'absurdité et le côté ironique, encore une fois, il y a peu de l'ironie. Dans les tableaux, entre autres, on voit là-bas un tableau qui montre une espèce de couloir sombre avec des néons. En fait, c'est une espèce de... C'est dans le Vieux-Montréal que j'ai fait pas ce reportage, mais quasiment. En fait, une espèce de... Je dirais quasiment un hangar. Il y avait presque des sacs de vidange. Et là, tout d'un coup, on lève nos yeux et on voit un écriteau et c'est marqué « Ruelle des fortifications ». Ah bon? Où sont les dites fortifications? Alors, il y a un côté, en fait, complètement ironique et absurde. C'était le lieu des anciennes fortifications de la Nouvelle-France, en fait, à Montréal, et qui ont été mis à terre peu de temps après l'arrivée des Anglais, après la conquête. Mais tout ce qu'on a gardé, c'est le mot, dans une espèce de couloir qui n'a aucun rapport. Donc, je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'intéressant à développer. Et c'est un peu la même chose qu'on voit dans les autres tableaux. Par ailleurs, ici, j'ai ajouté un corpus récent, beaucoup plus poétique, mais toujours en lien avec le territoire. Alors, on voit, en fait, ce sont les seules œuvres où on voit un être humain. Et c'est plus poétique. On se sent dans une petite fille encore une fois, mais on ne la reconnaît pas et ça n'a pas d'importance, qui est en train de manipuler un voile. Et en fait, ce que je voulais dire par là, parce que ça s'appelle Relation, la série des relations, l'être humain a toujours ce besoin, ce désir d'entrer en relation avec quelqu'un, avec quelque chose qui le dépasse. Donc, il y a quelque chose un peu du spirituel aussi là-dedans. Dans un lieu anonyme, un champ complètement désert, il y a ce personnage qui habite ce lieu et qui essaye de l'habiter avec cette poétique que j'ai mis en scène, en image.